Est-ce que le secteur philanthropique au Québec est en train de renverser les tendances en matière d'équité salariale, alors que les premiers résultats d'une étude récente révèlent que les femmes y gagnent désormais plus que les hommes? Nous rencontrons Daniel H. Lantaigne pour décortiquer ces chiffres et comprendre les enjeux sous-jacents dans le monde de la philanthropie. Alors j'ai deux questions pour mettre la table un peu au début. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers, définir c'est quoi la philanthropie? Ah ben, c'est une excellente question. La philanthropie, c'est un grand univers, hein. Les gens donnent, les gens soutiennent des causes, soutiennent des gens de différentes façons. Il y en a que ça va être par le temps, hein, donc le bénévolat. Il y en a que ça va être financièrement parce qu'ils ont la capacité de le faire à la hauteur de leurs moyens. Il y en a, ça va être aussi par leur expertise. Donc, on va penser à des conseils d'administration, des campagnes de financement. Donc, la philanthropie, je voudrais, c'est une grande chaîne de bonté à laquelle tout le monde un peu y participe. Il y en a qui donnent, il y en a qui reçoivent, et à différents moments de notre vie, parfois on va peut-être donner, parfois on va peut-être recevoir, et c'est ce grand écosystème-là qui fait en sorte qu'on est je dirais, une communauté puis une société solidaire. Alors nous, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette étude que vous avez faite justement, puis ou faites faire. Tu me diras par quel chemin vous êtes passé, pourquoi avoir décidé dans le fond de faire une étude justement sur le sujet de l'équité salariale. Ben, et la question des revenus, des salaires en philanthropie a toujours été un peu tabou dans notre secteur, hein. Souvent, on s'attend à ce que ces gens-là fassent ce travail-là de façon bénévole ou sinon très peu rémunérée. Il faut dire que ce sont des gens qui se lèvent chaque matin pour améliorer notre monde. Donc, pourquoi pas bien prendre soin de ces gens-là alors qu'on n'a aucun souci des fois à très bien payer des gens qui nuisent à notre monde de les rémunérer très, très cher. Donc déjà, il y avait ce questionnement-là qui n'est pas le mien, là, qui date de plusieurs années, puis qui dans un spectre beaucoup plus large. Par contre, ce qu'on a réalisé, c'est qu'au Québec, on n'avait pas beaucoup d'informations. On s'était très peu attardé à aller voir c'est quoi les conditions du marché du travail des personnes au Québec en collecte de fonds et dans le secteur de la philanthropie, alors que d'autres études ailleurs au Canada, aux États-Unis, mais pas grand-chose pour le Québec. Et ben, la pandémie nous a un peu secoué parce que est arrivé un truc qui s'appelle la pénurie de la main-d'œuvre. Et la pénurie de la main-d'œuvre fait en sorte que notre compétition, ben, elle est grande dans des organisations parce que oui, c'est un secteur d'activité, donc il y a une compétition entre les organismes, mais il y a aussi une plus grande compétition entre le secteur philanthropique et le secteur privé. Et donc, oui, il y a une pression à tendre vers une enveloppe de rémunération qui est pas loin du secteur privé, mais encore faut-il savoir d'où on part. Qu'est-ce que les employés, les talents veulent vraiment avoir en philanthropie? C'est quoi leurs aspirations? Comment ils sont motivés? Comment ils réagissent déjà dans le cadre qu'ils ont? Donc, pour nous, l'étude, c'était à la fois d'avoir un bon Polaroid de la situation actuelle, mais en même temps de voir ben, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, sachant très bien qu'on navigue aussi dans un secteur dans lequel ben, il y a des contraintes budgétaires. Donc, on peut pas juste dire d'augmenter les salaires, puis tout le monde va être heureux. La réalité étant qu'on n'est pas toujours en mesure de le faire. Parce qu'en lisant le résumé, ça semble comme, j'allais dire, positif quelque part, où vous faites le constat que les femmes gagnent plus que les hommes en philanthropie. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille de ça? Est-ce que, justement, c'est quoi les défis qui ont amené à ça, ou est-ce qu'il y en a encore toujours aujourd'hui? Ben, il y a beaucoup de choses dans le rapport. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent lever des petits drapeaux rouges, mais il y en a un, je pense qu'on peut crier victoire enfin. C'est quand même drôle que ça vienne de la bouche d'un homme, mais enfin, les femmes font plus que les hommes en philanthropie. En moyenne, là, on parle à peu près 350 de plus par année, donc c'est pas significatif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que durant une très longue période, et même dans d'autres enquêtes de rémunération, il n'y a pas si longtemps que ça, là, jusqu'à l'année dernière, les femmes faisaient toujours quelques milliers de dollars de moins que les hommes. Donc, pour nous, c'est une grande victoire pour les femmes. Les femmes qui ont toujours et encore aujourd'hui occupent 75 des emplois en philanthropie. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant, on avait 75 des femmes en philanthropie, mais que dans les postes de haute direction, c'était plutôt 75 des hommes qui occupaient ces postes-là. Il y a eu un virage complet. Maintenant, 73 des femmes occupent des postes de direction en philanthropie. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a un plafond de verre qui a été brisé. Il y a un tas de bonnes raisons derrière tout ça et tant mieux, elles ont toutes été activées. Une de ces raisons-là, ben, c'est que les conseils d'administration ont changé. Comprendre que les organismes de bienfaisance sont tous par la loi gérés par un conseil d'administration. L'ère du boys club, comme on voyait beaucoup dans les CA, ben, elle est révolue. Les CA eux-mêmes se sont donné souvent des cibles d'équité, de ratio, pour avoir une plus grande représentativité de la diversité, incluant des femmes au conseil d'administration. Donc, si déjà on change la mentalité des CA, on change aussi la façon de traiter nos équipes de direction, puis on change notre vision de c'est qui
un ou une bonne leader en philanthropie, et ben là, on a donné la place qui revenait de plein droit aux femmes qui ont toujours été plus présentes déjà dans notre industrie. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle de savoir que les femmes sont plus rémunérées en philanthropie. Par contre, ça ne veut pas dire de baisser la garde. Je vous dis, c'est la première étude qui permet de le voir, de le constater. On le voit partout dans le monde. On est toujours à risque d'avoir des reculs. On est toujours à risque de penser que ce qu'on avait pour acquis, ben, ça peut être fragilisé rapidement. Mais pour nous, c'est une excellente nouvelle. On est vraiment contents euh, parce que c'est un bon indicateur de santé de notre secteur, certainement. Parce que le secteur, on va dire justement, qui nous écoute, la péninsule gaspésienne, justement, est-ce que cette étude, vous l'avez faite un peu étalée sur le territoire? C'était quoi votre cible en faisant cette étude? Oui, ben notre grand souhait, c'était que ce soit pas une étude basée uniquement sur une réalité montréalaise. Parce que la réalité montréalaise, elle n'est pas du tout représentative du territoire, du grand territoire du Québec. On voulait pas que ce soit juste des grandes villes. Donc, on a vraiment fait affaire avec des grands partenaires de diffusion, donc des fondations communautaires, des centraides de différentes régions, qui nous ont vraiment aidé à ce que notre étude rayonne partout. Donc, on est très content d'avoir une belle représentativité de l'ensemble des secteurs québécois. Donc, la moyenne qui est là, pour certaines personnes, ben, disons, la moyenne salariale, ils vont moins s'y retrouver. Pour certains, ils vont davantage se retrouver parce qu'on sait bien que le salaire, ben, dans la région de la Gaspésie, par exemple, le salaire moyen est fortement moins élevé qu'un poste d'une direction d'une fondation nationale dont le siège social serait basé à Montréal. Donc, on a aussi été creusé, est-ce que l'organisme a une portée locale, une portée régionale, une portée provinciale, ou même pan-canadienne, ou même internationale. Donc, ça permet aux gens de vraiment de reconnecter avec leur réalité, donc de vraiment voir ben, c'est quoi les différentes conditions de manière générale, mais aussi les rémunérations en fonction du type et de la portée de l'organisation. Donc, c'est vraiment un portrait qui répond aux attentes et aux besoins de toutes les Québécoises, tous les Québécois dans le secteur philanthropique, et aussi aux attentes, je vais vous dire, des gens qui s'intéressent à la philanthropie, car bon an, mal an, je vous dirais à peu près chaque semaine, il y a quelqu'un du secteur privé qui me contacte et qui a le goût de faire le saut, hein, de s'en venir dans notre secteur, mais qui arrive avec plein de questions, plein d'inconnus. Et ça, ben, ça devient aussi un bon outil de réflexion avant de savoir ben, dans quoi je vais peut-être sauter si je m'en vais en philanthropie. Donc, ce rapport-là est aussi utile, pas juste pour les gens qui sont déjà dans le secteur, mais ceux qui le considèrent. Parce que dans le fond, de cette étude, ce que je constatais, c'est qu'on parle d'équité salariale, mais vous parlez aussi beaucoup de nombre d'heures que travaillent les gens. Il y a aussi le harcèlement, l'inconduite, auxquelles les responsabilités des organisations doivent faire face, mais aussi les minorités visibles. Si on voudrait faire un peu un constat général de ces grandes lignes, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est encore à travailler? Il y a encore beaucoup de défis dans ces domaines-là? Oui, donc le rapport, ce qui met en évidence, c'est parfait, on a atteint quelque chose d'extraordinaire pour les femmes, mais il en reste beaucoup à faire pour les personnes issues des autres diversités. Puis les autres diversités, là, c'est pas que la diversité raciale, ça comprend aussi les peuples autochtones, ça va comprendre les personnes en situation de handicap, les personnes neurotypiques. Donc, ce qu'on réalise, c'est que le portrait philanthropique n'est pas représentatif du portrait des Québécoises et des Québécois encore. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On voit que les salaires sont inférieurs pour les personnes issues des minorités visibles, par exemple, là, puis la définition de minorité visible est celle au sens de la loi. Les gens travaillent beaucoup, hein. Ils ont beau avoir un contrat de 35 heures, ils en travaillent en moyenne un peu plus de 40 heures par semaine. Les gens font beaucoup de temps supplémentaire. Il y a encore dans notre secteur, vous savez, il y a toujours une relation de force et de pouvoir entre le donateur et celui qui a les moyens, donc ici qui a une certaine influence, un certain levier. Malheureusement, où il y a du pouvoir, ben il y a de l'hommerie, hein, je vais vous dire. Donc, on voit encore qu'il y a des situations d'inconduite, de harcèlement psychologique et sexuel. Donc, à peu près un professionnel sur deux au cours de sa carrière va soit l'expérimenter directement ou en être témoin, ce qui est un chiffre euh, qui, je vous dirais, est très inquiétant. Et c'est pas rassurant de savoir qu'il n'est pas propre au Québec. Là. C'est le même chiffre ailleurs au Canada, puis même pire dans d'autres régions. Mais on ne doit pas se réconforter d'être dans une moyenne nationale. Tant qu'à moi, je pense qu'au Québec, on est rendu plus loin que ça comme société. On est rendu à nommer ce qui devrait être nommé. Et je pense qu'on a encore un bon travail à faire de ce côté-là. Un travail qui vient de l'ensemble des organisations. Puis je pense qu'un travail qui appartient beaucoup aux hommes de nommer ce qui ne devrait pas arriver et de prendre la parole et d'être un bon allié auprès des femmes. Donc, il y a beaucoup de belles choses en philanthropie. C'est un secteur extraordinaire. Mais comme tout le monde, on fait face encore à des défis de croissance, des défis de maturité. Euh, et puis ça, ben, ça nous interpelle. Puis ça fait en sorte qu'on doit absolument pas baisser la garde parce que oui, tout n'est pas pleinement rose, même si c'est pour moi certainement le plus beau des secteurs.
J'aurais une dernière question parce que ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'intrigue un peu. Tu disais il y a des fois du monde du secteur privé qui migrerait vers ce secteur-là. Est-ce que tu aurais un exemple? Pourquoi est-ce que on déciderait, en étant dans un secteur, d'aller dans le secteur philanthropique? Ouais. Il y a eu tout le concept là, qu'on a entendu parler qui s'appelle la grande démission. Donc, des gens qui quittaient leur emploi parce qu'ils cherchaient un peu plus de sens dans leur vie. C'est parfait, le secteur philanthropique est une réponse à cette quête de sens-là parce qu'au quotidien, on est des créateurs de sens, hein. Donc il y a tout ça qui résonne beaucoup auprès des gens du secteur privé. Moi-même, j'étais dans l'industrie bancaire avant de me joindre en philanthropie. Euh, et mon chemin n'est pas nécessairement un chemin qui est à suivre pour tout le monde, mais à un moment donné, il est arrivé cette réflexion-là de ben, ce que je fais, c'est intéressant, c'est lucratif, ça paye bien mes comptes, mais est-ce que je pourrais aller euh, donner un coup de main supplémentaire ou que mon quotidien serve à quelque chose d'autre que ben, de créer de l'avoir pour des actionnaires, par exemple. Et c'est cette réflexion-là qui s'est engagée et qui s'engage dans beaucoup de personnes, là, clairement. Comme je disais, il y a un grand intérêt. Puis d'ailleurs, on a mis en place un guide qui est un guide de transition de carrière vers le secteur philanthropique pour les gens issus du secteur privé parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de questions. Ben, les gens, des fois, se posent des questions, oui, sur la rémunération, c'est quoi la notion de performance, comment mes compétences du secteur privé peuvent être bien reconnues dans le secteur des organismes de bienfaisance, comment bien se former, parce que souvent, on va avoir des gens qui ont travaillé dans le domaine de la vente puis qui vont venir en secteur philanthropique. Ça fait beaucoup de sens parce qu'en philanthropie, on vend, mais on vend une mission, on vend un projet de société, un projet d'une communauté. Ben, il y a des aptitudes qui sont certainement transférables. Mais évidemment, je vais vous dire, en vente un aspirateur, puis de s'asseoir avec quelqu'un, puis de lui dire de faire un don sur son testament pour soutenir une organisation, il y a des compétences qui sont certainement transférables, mais il y a un discours qui est bien différent. Donc oui, ça intéresse les gens d'aller chercher du sens. Il faut juste être bien réaliste par rapport aux différences qu'il y a dans les deux industries, je disais le secteur privé, le secteur de la vente, par exemple, et de voir ben, comment on peut transférer tout ça, autant à bénéfice des organismes, parce que nous aussi, on est en pénurie de main-d'œuvre comme un peu tout le monde, autant au bénéfice des gens qui ont le goût de faire ce changement-là, ben, qu'ils le fassent en pleine et bonne conscience. Est-ce que vous êtes sur le terrain, enfin sur le terrain, ou est-ce qu'on a accès à vous, entre guillemets, pour justement avoir plus d'informations, les gens qui souhaitent faire une transition, qui sont déjà dans le secteur, mais qui voudraient, est-ce qu'on a besoin d'être membre? Comment ça fonctionne si on veut vous contacter pour en savoir plus? Ben alors, il y a différents canaux pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus sur la philanthropie, qui veulent peut-être faire un saut en philanthropie. Comme je dis, ben, les gens, évidemment, peuvent nous contacter, là, moi-même aussi directement chez BNP Performance Philanthropique. Comme je dis, on a mis un outil en place qui est disponible et qui est facilement trouvable sur notre site web, nos médias sociaux, ou qui me fera plaisir de transmettre pour la transition de carrière. Même chose pour le guide de rémunération. Sinon, ben, dans le secteur associatif, il existe l'Association des professionnels en philanthropie. On en a une section qui couvre tout le Québec, que j'ai le plaisir de présider en ce moment. Donc, cette association-là, ben, permet d'avoir des opportunités de formation, de développement professionnel, pardon, mais également des opportunités de mentorat. Et ça, si on arrive dans un nouveau secteur, le mentorat, ben, je vous dirais, c'est le meilleur retour sur investissement parce que le mentorat, ben, ça coûte rien. Et ça permet rapidement d'aller chercher des réponses, des pistes de réflexion qui vont être hyper intéressantes. Donc on peut le prendre sur deux fronts, une base qui est plus, je dirais, qui est très pratico-pratique, puis une base qui va être plus sur le long terme via l'association. D'accord. Pour terminer, si je fais un reflet il y a énormément en Gaspésie d'organismes qui œuvrent, pardon, pour le bien-être justement de la communauté et l'amélioration justement des conditions humaines. Ça veut dire que dans tous ces organismes, parce qu'il y en a beaucoup qui font des activités pour aller chercher des dons, est-ce que ces gens-là sont par défaut, sont le portrait de tout ce qu'on vient de parler ce matin? Ben, tout à fait. Les gens de la communauté qui sont là, qui se réveillent chaque jour, qui doivent aller chercher du financement, que ce soit du financement public, privé, que ça fasse partie du financement qu'on va chercher en communauté, ce sont eux, ces acteurs et ces actrices de changement-là, qui font ce qu'on appelle de la philanthropie, mais ce qu'ils font surtout, c'est d'améliorer les conditions, de réduire les iniquités, de donner un peu d'espoir. Et c'est ces gens-là, évidemment, qu'on vise directement par tous nos travaux, mais qu'on vise aussi à saluer. Faut savoir que le 15 novembre, ça va être la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée-là, ben, c'est un bon moment aussi pour remercier tout le monde qui fait partie de ce grand écosystème-là, du donateur, du bénévole, jusqu'aux personnes qui font la collecte de fonds ou qui travaillent directement dans les organismes en aide directe aux citoyennes et citoyens. Tous ces gens-là font la différence, puis je pense qu'ils méritent d'être salués au moins une journée par année, sinon 365. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.